Ok l'équipe, on est en pleine période d'Halloween et pour l'occasion on va faire un truc un peu spécial en mode thread horreur. Je vais vous raconter l'histoire vraie de la disparition d'un fingerboarder français et vous allez voir l'équipe après ça, je pense pas que vous irez à un event fingerboard sans y repenser. Mais attention avant, petit disclaimer, si vous êtes sensible ou trop jeune, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo. C'est un fait divers réel assez sombre, je vais pas vous mentir. Donc voilà, si tu le sens pas, tu passes ton chemin et nous on se revoit dans la prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. On m'a parlé pour la première fois de cette histoire au milieu des années 2000. Je rappelle pour les plus jeunes qu'à l'époque, Internet, c'était pas la fiesta. Les réseaux sociaux, ça n'existait pas sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Ça se résumait en gros pour le fingerboard à quelques forums et canaux IRC pour les plus geeks. Et la moyenne d'âge était beaucoup plus basse qu'aujourd'hui. Autant dire que l'information circulait nettement moins vite. Et je pense que c'est pour cette raison qu'on m'a raconté l'histoire de Morgan seulement quelques années après les faits. Morgan, c'était un gars de 21 ans qui vivait en France. On est en 2001 et le fingerboard commence à avoir sérieusement la hype partout dans le monde. À l'époque, si tu skatais, tu avais aussi un fingerboard pour délirer à côté. C'était mon cas, comme beaucoup. Et bien sûr, c'était le cas de Morgan. Sauf que lui, il faisait partie des gens pour qui le fingerboard était passé au premier plan. Il était à fond, exactement comme nous aujourd'hui. Sauf qu'en 2001, les events fingerboard, t'en avais pas des tonnes non plus. C'est pour ça que lorsqu'il entend parler sur un canal IRC d'un event qui va avoir lieu en Allemagne, il a évidemment lâché son plus beau let's go. Morgan, lui, il vit à Nantes, dans l'ouest de la France. Il était à fond au point d'être assez chaud pour traverser tout le pays juste par passion. Puisque l'event aurait lieu, selon ce qu'il avait dit à ses amis et à sa famille, du côté allemand de la frontière, dans un bled qui s'appelle... Alors attention les oreilles parce que je suis le mec qui parle le moins allemand de toute la terre, Fribourg-en-Brisgau. Alors je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça fait un peu loin pour aller faire du skate de doigts, mais pourquoi pas. Morgan en tout cas, même quand ses potes lui ont dit qu'ils étaient pas chauds pour se taper 1000 bornes en Fiat Uno, lui ça l'a pas arrêté, il y est allé, sauf que presque 25 ans plus tard, il en est toujours pas revenu. À la fin du mois de mars 2001, à peu près une semaine après son départ pour un événement fingerboard, sa copine Nadia avertit la police et Morgan est déclaré disparu. Il y a eu un appel à témoins dans le journal local français et allemand, mais le fait qu'il ait disparu à l'étranger, ça allait grandement compliquer les recherches. Je vous laisse imaginer comment la situation a dû être horrible pour les proches. Tu te retrouves totalement impuissant et complètement désemparé. Et là, sa copine Nadia, elle a fait un truc complètement all-in. Elle a pris sa caisse et elle s'est rendue directement sur place. Alors comment on sait qu'il a disparu là-bas et pas sur le chemin, par exemple en France? Pour rappel, on est en 2001, si tu as un portable déjà, tu es un petit chanceux, ce qui n'était pas son cas, mais de toute façon, il n'y a pas de puce GPS dedans. C'est quelque chose qui est apparu bien après, aux alentours de 2006. Mais on sait que Morgan a disparu sur place grâce à sa copine. Elle a suivi l'itinéraire de Morgan, du moins celui qu'il avait planifié avant son départ, et elle était tellement déterre qu'elle s'est arrêtée dans tous les commerces, sur toutes les aires de repos qu'elle a croisées, avec des affichettes qu'elle a placardées et montré un maximum de commerçants qui auraient pu potentiellement croiser le chemin de Morgan. Jusqu'à ce qu'un homme qui tenait un petit commerce à Hochstetten reconnut son portrait. Hochstetten, c'est un tout petit bled qui est sur la départementale qui mène à Fribourg. C'est juste à quelques kilomètres. Par contre, après ça, plus aucune trace. On imagine que si près, Morgan est bien arrivé à destination, sauf qu'après enquête de Nadia auprès de la mairie locale et sur internet, il n'y a jamais eu d'event fingerboard à Fribourg en 2001. Donc à partir de là, il faut imaginer une police super aidante, un peu comme à son habitude, qui au bout d'un moment a commencé à pencher pour la thèse de la disparition volontaire, de la fugue. Genre votre fils, il a inventé un petit mytho pour vous balader et peut-être refaire sa vie ailleurs parce que nous, on n'en sait rien de ce qui se passe dans votre famille, peut-être ça se passe pas bien avec vous ou avec sa copine. Tant qu'il n'y a pas de témoignage ou de corps, on va pas plus loin, on va au plus courant. Et à partir de là, ça ne nous regarde plus. On est d'accord, c'est pas ouf. Sauf que là, sa copine, ses parents et ses proches ne sont absolument pas d'accord avec tout ça, avec cette version. Selon Nadia, ils vivent une parfaite petite histoire d'amour. Morgan, avec ses parents, avait une relation super cool. Et de base, c'était un gars tranquille, avec plein de passion, aucun souci de comportement. Bref, pour les proches, ça colle pas. Ils sont persuadés que c'est autre chose. On est toujours fin mars 2001, plus exactement le 26 mars, jour de la disparition de Morgan. Et là, il va se produire quelque chose à Fribourg. Tous les journaux vont en parler. Le corps d'un homme de 61 ans est retrouvé sauvagement assassiné chez lui. Et ce meurtre va être attribué à un tueur ou une tueuse inconnue qui est déjà recherché et qui, suite à cet acte horrible, va être appelé le fantôme d'Elbron. Je vais y revenir après.
Là, la famille de Morgan peut être désespérée, je sais pas, et je comprends, commence à se dire, c'est ça peut pas être autre chose, ça peut pas être une coïncidence, notre fils, il se rend dans une manifestation qui n'existe pas, et là, il disparaît exactement au même moment où opère un tueur en série dans une petite ville allemande où il se passe jamais rien. Ils disent que c'est complètement envisageable qu'il ait pu croiser la route de ce malade. Alors c'est vrai qu'il y avait pas mal de freestyle dans l'organisation de Morgan, notamment au niveau du logement sur place. Il s'était dit qu'il logerait sur place chez l'habitant, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, et qu'au pire de toute façon, il y avait sa voiture. Donc voilà, il pourrait dormir dedans, sauf qu'on est en mars, c'est pas le sud de la France, et clairement, c'est pas une option de dormir dans ta voiture à ce moment-là. Et ça, peut-être qu'il s'en est rendu compte au dernier moment, et allez savoir où il s'est rendu dans l'urgence. Ça, c'est une première chose. Donc je reviens au fantôme d'Hellbrunn. Je ne vais pas vous raconter ici toute l'histoire. En résumé, c'est une série de meurtres et d'agressions entre 1993 et 2008 qui ont été attribués à la même personne via des traces ADN. Sauf que ces analyses étaient toutes fausses. Cet ADN, c'était en fait celui d'une employée qui travaillait dans l'usine de fabrication des bâtonnets utilisés pour les prélèvements ADN. C'est ballot, ça s'invente pas. L'histoire ne dit pas si elle a gardé son emploi derrière ça, mais bon, on est sur une petite faute grave quand même. Et là maintenant, toi tu te dis ouf, c'est bon, je respire, c'était glauque ton histoire. Sauf que non, c'est pire. Ça veut dire qu'il y avait 8 meurtres qui par erreur ont été liés à une même affaire, mais maintenant tu as 8 meurtres non résolus et aucune piste. Et je sais pas si tu es bon en maths, mais ça veut aussi dire qu'il y a autant de meurtriers aux identités totalement inconnues qui se baladent dans la nature. Donc ça, voilà pour le fantôme d'Hellbrunn, enfin on va dire les fantômes d'Hellbrunn, c'est une première piste. Une chose est sûre, c'est qu'il y avait un tueur en ville lorsque Morgan a disparu. Moi la thèse, je la trouve plausible, en tout cas de ce qu'on en a su à l'époque dans la presse locale, c'est cette piste en laquelle croyaient, et je le comprends, les proches de Morgan. Moi maintenant, je vais vous proposer une seconde piste, quelque chose qui, à toi aujourd'hui, va te paraître totalement logique, mais qui ne l'était absolument pas à l'époque. Je sais pas si tu le sais, mais les débuts d'Internet, je les ai connus, les chats AOL, ICQ, les canaux IRC, etc. Si tu crois qu'aujourd'hui le net c'est sauvage, t'es loin d'imaginer ce que c'était à l'époque. Il y avait aucune règle, zéro surveillance. Les mecs avaient lâché la plus grosse invention du siècle sans envisager ne serait-ce qu'un dixième des dangers et des dérives que ça allait engendrer. C'est comme si le type qui avait inventé les piscines s'était dit que savoir nager c'était juste un détail, que c'était optionnel. Bref, c'était juste une énorme jungle et c'est complètement envisageable qu'un désaxé aurait essayé à l'époque de trapper un jeune avec la fausse annonce d'un événement fingerboard par exemple. À l'époque, il faut savoir que l'intérêt pour le fingerboard, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait une énorme hype auprès des jeunes, c'était vraiment autre chose. Il y avait vraiment une grosse mode autour du fingerboard. Et pour situer ce qu'était IRC, l'endroit où donc Morgan a entendu parler de cet événement, c'est un peu l'ancêtre de Discord, sauf que tu n'avais pas besoin d'une invitation pour rejoindre un salon. En gros, n'importe qui pouvait créer un salon sur une thématique de son choix. Le salon apparaissait après dans une liste de serveurs nommée en général par sa thématique, donc genre jeux vidéo, manga, etc. Toi, tu voyais un thème qui te plaisait et tu débarquais dans le salon pour parler avec d'autres passionnés. Sauf que la plupart du temps, il n'y avait pas de modo, aucun système de report et surtout, c'était anonymat complet. Je vous passe les détails, mais il y a des dizaines d'histoires horribles et glauques à base d'IRC. Donc voilà, pour moi, ça me paraît être une vraie piste. Mais ça, on voit ça aujourd'hui de cet œil-là. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on a été averti par les milliards d'histoires autour de ce type de plateforme, etc., du harcèlement. Mais à l'époque, c'était absolument pas le cas. Morgan aurait pu tout à fait tomber sur un prédateur qui a complètement utilisé la naïveté qu'avaient à l'époque les utilisateurs des débuts d'Internet pour le trapper, lui tendre un piège qui malheureusement avait l'air mortel. Chouette que les policiers aient eu raison à l'époque, que Morgan en fait se soit enfui pour des raisons qui lui appartiennent, pour prendre un nouveau départ. Mais bon voilà, maintenant ça fait quasi 25 ans et ça me paraît nettement moins probable malheureusement. Je sais pas ce que vous en pensez l'équipe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou si vous avez d'autres idées de pistes, pourquoi pas, je dirais tout en tout cas. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, maintenant vous repenserez sûrement à cette histoire en vous rendant dans votre prochain event. Restez prudent bien sûr, mais heureusement aujourd'hui on est de base beaucoup plus vigilants sur le net et ça c'est une très très bonne chose. Passez un bête d'Halloween l'équipe et à bientôt.